Donc, on va parler d'une autre pathologie, et là, c'est un autre registre complètement différent de l'hémosidérose. L'hémosidérose, elle rejoint choix les vascularités. C'est le même ordre, le même ordre de pathologie. Donc, on va parler de la dysplasie bronchopulmonaire. Et le plan sera très classique, la physiopathologie, la définition, l'épidémiologie, les facteurs favorisants, la prise en charge à la phase aiguë, l'impact à moyen et à long terme. Donc, la dysplasie bronchopulmonaire, elle est définie par une pathologie du développement alvéolaire, avec des interactions complexes entre des facteurs environnementaux et génétiques au sein d'un poumon qui est immature. Généralement, c'est l'apanage du prématuré. Le développement alvéolaire, c'est le prématuré. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent agir à des moments différents sur des terrains différents. Donc, pour avoir les clés pour le développement des thérapies ciblées ou comment on va traiter ces enfants-là, il faut une meilleure connaissance physiopathologique. Oui, nous coffre le développement alvéolaire exactement. Oui, ça s'est arrêté. Les études des facteurs génétiques, les facteurs, est-ce qu'il y a une prédisposition génétique à vers de la DPP? Et la fonctionnalité des gènes et les variations identifiées peut être une thérapie génique quelque part. D'accord? Donc, c'est une pathologie. En cours d'études, où il y a beaucoup d'études, la littérature abonde sur ce sujet, il y a plusieurs perspectives thérapeutiques, il y a encore de l'espoir pour ces enfants-là. Donc, on va faire un rappel embryologique sur les étapes du développement pulmonaire. Est-ce que vous avez eu un cours sur l'embryologie pulmonaire ou elle est? Vous n'avez pas eu de cours sur l'embryologie? Non? D'accord. Mais, généralement, celui qui fait le cours sur les malformations pulmonaires, il va vous faire un petit rappel embryologique. Maintenant, je connais comme le cours sur les malformations pulmonaire. Donc, on a la phase embryonnaire, où il y a le bourgeon épithélial avec le mésenchyme environnant. Le bourgeon épithélial embryonnaire entre 0 et 4 semaines. D'accord? Les 4 phases de développement alvéolaire. Comme il y a la phase pseudo-glandulaire entre la 7e et la 17e semaine, la phase canaliculaire, la phase saculaire et la phase alvéolaire. Donc, on a la phase pseudo-glandulaire où il y a la ramification jusqu'au bronchiole terminal entre la 7e et la 17e semaine. Puis, on a les ramifications au niveau des branches. D'accord? Les bronchioles, la segmentation, en lobe, en branche, d'accord? Même la phase canaliculaire. Donc, on a la phase canaliculaire où il y a la formation des voies aériennes distales, les premiers signes de différenciation épithéliale. Entre 24e et la 36e semaine, la phase saculaire où il y a la formation des sacs alvéolaires. Avec synthèse du surfactant, la sécrétion du surfactant, elle survient au niveau de la phase saculaire, où il y a le début de la sécrétion du surfactant. Même entre la 36e semaine à la naissance jusqu'à l'âge de 2 ans, en postnatal, il y a la phase alvéolaire. La septation secondaire des sacules, elle se poursuit même en postnatal. D'accord? Donc, l'alvéolisation et la septation secondaire des sacules alvéolaires, c'est un phénomène qui est essentiellement postnatal. D'accord? Donc, mais la formation des premiers sacs, c'est entre le 24e et la 36e semaine. Donc, on a une interruption du développement alvéolaire. Septation secondaire normale, subdivision des alvéoles primitives, remodelage de la matrice extracellulaire avec une maturation microvasculaire. Il y aura une augmentation de la surface d'échange gazeux, un amincissement des cloisons interalvéolaires et une barrière alvéolo-capillaire définitive. Et l'enfant normal qui va arriver à terme. Donc, septation secondaire normale, division, remodelage, augmentation de la barrière alvéolo-capillaire et de la surface d'échange. Par contre, la dysplasie broncho-alvéolaire, on voit très bien que les alvéoles sont moins nombreuses et plus larges, avec une raréfaction du lit capillaire et des vaisseaux qui sont dystrophiques. Donc, il y a une hypoplasie alvéolaire, il y a une formation qui est défaillante des alvéolaires, une maturation microvasculaire qui est défaillante, une diminution de la surface d'échange, d'accord, une altération de la barrière alvéolo-capillaire définitive. Donc, tu faut les poumons normaux par rapport à poumons d'une DBP. Il y a une grande différence au niveau de la surface d'échange, au niveau de la richesse,
en alvéoles. Ils sont plus, ils sont plus matures, ils sont plus, plus fonctionnels aussi, plus fonctionnels avec le surfactant. Ils sont plus larges, plus nombreuses, avec une perte de fonctionnalité. Donc, le surfactant, la corticothérapie anténatale ont révolutionné la prise en charge de la dysplasie bronchopulmonaire. Donc, on avait la définition de l'ancienne DBP. C'était une fibrose interstitielle avec hypertrophie du musculus bronchique, avec des zones d'atelectasie et d'hyperinflation et une diminution de la surface alvéolaire avec des lésions vasculaires hypertensives. Donc, par contre, la nouvelle DBP, grâce à l'avènement du surfactant exogène et de la corticothérapie anténatale systématique, il y a des altérations épithéliales minimes. Heureusement qu'il n'y a plus la fibrose interstitielle avérée, il y a les altérations épithéliales minimes, il y a peu d'anomalies du muscle bronchique, il y a des lésions pulmonaires qui sont plus homogènes, des alvéoles qui sont plus larges et moins nombreuses, il n'y a pas une diminution vraiment de la surface, une vascularisation pulmonaire qui est anormale quand même, et une richesse qui est moindre de la microvascularisation pulmonaire. Donc, définition de la DBP, donc critères diagnostiques de la dysplasie bronchopulmonaire. Donc, si l'âge gestationnel est inférieur à 32 semaines, c'est une oxygénodépendance pendant au minimum 28 jours de vie. Donc, oxygénodépendance à J28 de vie. Et une colo, à l'air ambiant, donc à 36 semaines, oxygénodépendance à l'air ambiant, donc 36 semaines, on peut avoir un sevrage à 36 semaines d'âge corrigé. On peut garder une FiO2 inférieure à 30% à 36 semaines d'âge corrigé, ou bien on a une FiO2 avec des besoins en oxygène qui sont supérieurs à 30% ou présence d'un support ventilatoire à 36 semaines d'âge gestationnel. La définition, c'est une oxydépendance à J28 de vie. Si il y a un grand prématuré à calme en deux, la barrière, c'est 36 semaines d'âge gestationnel. Nous chauffons à 36 semaines. Si il est à mal l'oxydépendance à J28, mais si il est à l'air ambiant, on est arrivé à le sevrer à 36 semaines, c'est une dysplasie légère. Si il a des besoins en oxygène qui sont relativement faibles, à 30%, c'est une dysplasie qui est modérée. Par contre, s'il a besoin en oxygène où il a toujours besoin d'un support ventilatoire à 36 semaines d'âge gestationnel, c'est que la dysplasie, elle est sévère. D'accord? Par contre, si ce n'est pas un prémat, il est supérieur à 32 semaines d'âge gestationnel, on va mettre la barrière, ou la limite, le seuil, c'est 56 jours de vie. Kif kif. Dysplasie légère, on arrive à le sevrer à J56 de vie. Dysplasie modérée, s'il a des besoins faibles à 30% à J56 de vie, ou la dysplasie sévère, vous allez avoir le certificat de pneumopédiatrie. Donc, ils aiment comme ça, il faut les détails de la définition. Moi, je te relis oxynodépendance à J28 de vie et tu t'arrêtes là. Il faut entrer dans les détails pour classer la dysplasie bronchopulmonaire. Donc, légère, modérée et sévère, selon les besoins en oxygène à 36 semaines d'âge corrigé ou bien à J56 de vie. D'accord? La définition physiologique de la DPP. Donc, on va évaluer à 36 semaines. C'est une pathologie essentiellement du prématuré. On va être là, dans ce tableau-là, dans ces cases-là. Donc, évaluation à 36 semaines. Donc, il est décédé avant 36 semaines, ou à l'air ambiant et aux saturations supérieures à 90%, il n'y avait pas de dysplasie bronchopulmonaire physiologique. Par contre, si la FiO2 entre 22 et 30%, on va essayer de faire un test de réduction en O2, et on va diminuer l'oxygène par palier de 5 minutes jusqu'à l'air ambiant. Si la saturation est supérieure à 90%, il n'y a pas de dysplasie physiologique. Par contre, si la saturation est à 90%, on fait test de réduction de l'oxygène par palier de 5 minutes, c'est la définition physiologique, elle est un peu, c'est du domaine du spécialiste néonat, d'accord? Donc, ventilation mécanique ou PPC nasal, il est toujours ventilé à 36 semaines, où il a besoin d'une pression positive, où la FiO2 elle est supérieure à 30%, c'est qu'il a une dysplasie bronchopulmonaire physiologique. Donc, en Europe, le taux moyen de dysplasie à 36 semaines est de 15,8%. D'ailleurs, dans les pays développés, il est beaucoup plus élevé que dans les pays sous-développés. Allez, les prématurissimes accès. La réanimation néonatale qui est très développée.
mais beaucoup de centres, beaucoup plus de centres, mais le taux moyen de dysplasie, il est très élevé vers les pays développés par rapport aux pays sous-développés. Puis les pays sous-développés, généralement, les prématurissimes, ils n'arrivent pas, n'y arrivent pas. Donc, chez les prématurés de moins de 32 semaines, avec des variations de 10,5 à 21,8% selon les pays. En Amérique du Nord, le taux moyen est à 36 semaines et de 22%. En Amérique du Nord, c'est axe en Europe, mais le 22% axe en Europe, à 500 grammes, ils arrivent à ventiler et à réanimer. Variation importante en fonction du taux de prématurité et du poids de naissance, passant de 46% chez les nouveau-nés de moins de 750 grammes à 10% chez ceux entre 1000 et 1500 grammes, et c'est en fonction du terme aussi. Donc, les facteurs d'évolution vers la DPP, qu'est-ce qui fait que ce prématuré va faire une dysplasie et qu'est-ce qui fait que l'autre prématuré ne va pas faire des DPP? Allez, généralement, c'est une inflammation. C'est une inflammation au niveau alvéolaire, au niveau du parenchyme pulmonaire, en voie de formation. Il va arrêter l'alvéolisation entéro. Ça va permettre l'arrêt de l'alvéolisation, va se faire via une inflammation alvéolaire. Donc, ça va être sous-tendu par une infection anténatale. Le prélèvement vaginal m'a ramené touche, le CBE m'a ramené touche, l'infection passée inaperçue, une infection postnatale aussi, avec un faible poids de naissance. La ventilation mécanique qui peut être très agressive. La ventilation mécanique, elle peut induire une inflammation, elle peut faire pérenniser la DPP. Le type de ventilation, il va conditionner donc, le degré d'inflammation alvéolaire. L'oxygénothérapie, elle peut être bénéfique, mais c'est l'effet délétère de l'oxygénothérapie à forte dose. L'oxygénothérapie, elle peut arrêter l'alvéolisation chez un prématuré. Donc, c'est une arme à double tranchant. Donc, la persistance d'un canal artériel et la malnutrition. La malnutrition, le faible poids, et le collium, c'est des facteurs qui vont sous-tendre la formation d'une dysplasie bronchopulmonaire survenant sur un poumon immature, chez un dysmature, avec des facteurs génétiques donc, qui sont indéniables. Il y a des facteurs génétiques de prédisposition à la dysplasie bronchopulmonaire. Et on va s'intéresser à la génétique. De nombreux gènes candidats pourraient être impliqués. Ces gènes-là, je crois comme SMI, les gènes, est-ce qu'on a ces études génétiques en Tunisie? On ne les a pas. Mais on peut toujours faire des études, on peut les adresser dans des centres spécialisés et tout. On peut faire, surtout les néonates, ils peuvent faire ça. Donc, intervenant dans la régulation du développement alvéolaire, ces gènes, régulation du développement, la réponse inflammatoire, les défenses antioxydantes, le processus de réparation alvéolaire, les défenses anti-infectieuses, tous les gènes qui peuvent être impliqués dans tous ces systèmes-là, surtout la production de protéoglycans de la matrice extracellulaire, c'est un gène de susceptibilité qui est très prometteur. Il y a plusieurs centres qui sont là-dessus, qui font des études là-dessus. C'est le gène SPOC2. Donc, sur quels facteurs pouvons agir pour prévenir la DBP? Au fait, la DBP, c'est un traitement préventif axémonocuratif. Et une fois installé, à la RALB, on va suivre l'enfant, on va essayer de faire avec, on va essayer de l'améliorer. Le pronostic, il est toujours sombre. Dans notre pays, il est toujours sombre. Donc, sur quels facteurs agir? La prématurité, il faut prévenir et traiter l'immaturité pulmonaire par la corticothérapie anténatale. Donc, avec béance du col, avec menace d'accouchement prématuré, il faut administrer la corticothérapie anténatale systématiquement à la maman. Quitte à elle s'en sort. Le retard de croissance intra-utérin peut-être, une cardio-amniotite, une rupture prématurée des membranes. Il faut extraire, il faut détecter, il faut traiter à temps la maman. Une maladie des membranes hyaline, le surfactant exogène. La maladie des membranes hyaline, c'est un facteur aussi d'arrêt d'alvéolisation. L'oxygénothérapie, il faut viser des cibles de saturation qui sont beaucoup plus faibles chez le prématuré. Il faut arrêter les agressions ventilatoires avec des nouveaux modes de ventilation. Il faut avoir une hypercapnie permissive. Il faut favoriser la CPAP par rapport à la ventilation mécanique. L'inflammation, les anti-inflammatoires et les corticoïdes, c'est un sujet de controverse. La corticothérapie fait DBP, c'est un sujet de controverse. Et jusque-là, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de consensus. Le canal artériel, il faut traiter. Les infections, laquelle est que traiter. Les infections materno-fétales, il faut les dépister rapidement, il faut les traiter à temps.
La malnutrition, il faut optimiser les apports calorico-protéiques et il faut limiter les apports hydriques, d'accord, chez le prématuré. Donc, pour la prévention, il faut améliorer la prise en charge. Donc, corticothérapie anténatale, surfactants exogènes, ventilation moins agressive, oxygénothérapie avec des saturations cibles, nutrition, les INS pour la persistance du canal artériel. Médicamenteuse, on peut avoir une corticothérapie postnatale. On peut avoir le recours à la corticothérapie, mais la prise en charge. On peut avoir recours à la vitamine A, donc par voie injectable ou par voie orale, la caféine, l'azithromycine, le NO inhalé. Et il y a plusieurs thérapeutiques qu'on peut proposer pour la prévention de la dysplasie bronchopulmonaire. Dites, Fatma, في dysplasie. بديت في dysplasie, docteur Boussofa, c'est bon. Il me reste à peu près une demi-heure, Hakeka. Une demi-heure. J'ai invité 2 résidentes, ils profitent un peu. Ben. Donc voilà, je leur laisse la place au bureau. Ben, sinon, نعاود لهم شوية la définition كان يحب. يعاود شوية خاطر on vient de نعاود la définition شوية ben. OK. باش نحكيو sur le même langage. Ben, توا la définition de la DPP كيف هوني في l'American Journal of Critical Care كيف هوني c'est les Français. Donc les critères diagnostiques de la dysplasie bronchopulmonaire généralement c'est une oxynodépendance à J28 de vie. تسمعوا فيا oxynodépendance à J28 de vie. C'est une maladie, c'est l'apanage du grand prématuré. قل من 32 semaines, maximum 32 semaines. Donc, généralement, c'est l'apanage du prématuré. Oxynodépendance, à J28 de vie. J'ai un prématuré que tu n'arrives pas à sevrer dans l'unité de néonate. Si on parle de dysplasie légère, si on arrive à le sevrer à 36 semaines d'âge gestationnel, si plutôt elle est modérée, si il a une FiO2 à 30%, à 36 semaines. Le seuil interne, c'est 36 semaines d'âge gestationnel. On parle de dysplasie sévère si il est toujours ventilé, il a besoin d'un support ventilatoire, quel que soit le support, lunettes simples, voilà, CPAP, voilà, avec une FiO2 supérieure à 30%. Donc, on a définition, on a classification légère, modérée ou sévère. C'est bon? Oui. Ben, génétique, bon, il y a plusieurs gènes candidats, mais on va voir la dysplasie bronchopulmonaire constituée. Donc, une fois la dysplasie est là, on a essayé de la prévenir par une corticothérapie anténatale. On a essayé d'administrer de la vitamine A, on a essayé de mettre du NO inhalé chez le prématuré. Hein. Donc, prématurité, prévenir. Donc, une fois la DPP elle est constituée, il faut utiliser une ventilation la moins agressive possible. Favoriser la CPAP par rapport à la ventilation mécanique conventionnelle. Il faut faire une balance efficacité-confort et balance efficacité prise en charge de l'oralité. Une nutrition adaptée, stimulation de l'oralité, limiter les agressions, surveillance de l'échographie cardiaque. Au fait, l'HTAP est eutrophique. En plus, il faut vérifier tes apports en oxygène. Il ne faut pas être agressif. L'oxygène, il peut être agressif sur l'alvéolisation. La DPP est désormais cliniquement moins impressionnante qu'auparavant. Elle complique l'évolution respiratoire de très grands prématurés qui n'ont pas forcément eu besoin d'une ventilation mécanique trachéale prolongée. Aggravation secondaire au-delà de la première semaine de vie, par exemple, du fait d'infections intercurrentes, d'un canal artériel persistant. Le canal artériel persistant, il peut être un cofacteur très important de la constitution d'une DPP. Parfois, sans facteur aggravant retrouvé. Pas forcément, le préma, qu'il a eu une ventilation mécanique trachéale prolongée. Il y a un préma, ou chorioamniotite, ou infection materno-fétale, ou il n'a pas été bien traité, ou en plus, persistance du canal artériel, ou nouveau-né de mère diabétique, ou il y a dysplasie bronchopulmonaire. Infection intercurrente, un canal artériel persistant. Donc, il faut favoriser CPAP, oxygénothérapie prolongée pendant leur séjour en néonatologie, à lunette au débit.
Une minorité d'entre eux, oxygénothérapie à domicile au cours des premiers mois, au cours des 2 premières années de vie. On n'a pas le choix, ils sont oxygénodépendants. J56 de vie, ça rate. Donc, on est obligé de les faire sortir sous oxygène, sous oxygénothérapie livrée à domicile. Il y a une fréquence plus élevée de taux et de respiration sifflante durant les premières années, comparativement aux prématurés. Donc, la prise en charge après la sortie de la DBP, oxygénothérapie si nécessaire, sevrage après contrôle d'une oxygénométrie nocturne, éviction de la collectivité, vaccination antigrippale. Le traitement interne, c'est une ventilation. On arrive à le sevrer bchouaya. La corticothérapie par voie orale, elle est controversée. Par contre, la corticothérapie inhalée, des nébulisations de pulmicorde, oui. On peut s'aider de nébulisation de pulmicorde pour diminuer cette inflammation, pour pouvoir permettre le sevrage. Une fois on est arrivé à le sevrer, c'est bon. Sinon, on va prescrire une OLD après contrôle d'une oxymétrie nocturne. Éviction de la collectivité. Aïe, malade, un autre DBP, mais ils la collectivité. Ancien DBP. Vaccination antigrippale systématique à partir de l'âge de 6 mois. Immunoprophylaxie anti-VRS indiquée le Synagis dans les pays développés. Éviction du tabagisme environnemental. Il ne fait qu'aggraver et maintenir et entretenir cette inflammation. Maintenir d'un état nutritionnel satisfaisant. Traitement d'un éventuel reflux. Traitement inhalé si nécessaire au cas par cas. Donc surtout, on agit sur les virus environnants, l'exposition virale, surtout les irritants non spécifiques, les comorbidités, et on va respecter un état nutritionnel qui est correct pour permettre le sevrage. Voilà, donc, la conduite à tenir, généralement, c'est une oxygénothérapie de longue durée. Après 2 ans, saturation moyenne à 93%. Et où donc ils ont l'oxymétrie nocturne, on a fait l'oxymétrie nocturne qui permet haute mesure de la saturation nocturne. Enfin, quelques laboratoires en ville يعملوهم في البريفي لي في الببليك ما فماش mais quelques laboratoires en ville نجم تعملوا لهم enregistrement de la sat nocturne. وانتم توليو تنجموا تقراو واش معناتها un enfant qui a besoin d'une OLD à domicile si l'enregistrement de la SAT nocturne avec 5% du sommeil, il passe plus que 5% du temps de son sommeil avec une saturation à 90%. Il est justifiable d'une oxygénothérapie de longue durée, même nocturne. D'accord? Si, par contre, l'enfant est âgé de plus de 2 ans, si on n'est plus permissif, ou enregistrement de la SAT nocturne, il est capital, on plus de 10% du sommeil, il passe plus de 10% de temps de son sommeil avec une saturation à 90%. D'accord? Donc, la saturation moyenne sommeil à 90%, sinon, 10% du temps à saturation. Donc, on est permissif quand même 90%. On met sous oxygène qui tape de la saturation chez le plus de 2 ans 90%, chez le moins de 2 ans 93%. Ou ZEDA, une HTAP chronique, elle peut être l'indication d'une OLD. Donc, valeur cible, si on a de l'HTAP, il y a une saturation supérieure à 94%. Si on n'a pas d'HTAP, il y a une saturation à 92%. Ma 98 ou 100% ou 99%. D'accord? Donc, l'OLD, ou l'OISM, c'est la titration de l'oxygène. وتعرف كاين لازم تعمل تحطه sous OLD وتعاود enregistrement de la SAT nocturne. SAT diurne et des saturomètre normal, enregistrement de la SAT nocturne, c'est un appareil et les cours. L'indication du palivizumab, Synagis, c'est lié au vaccin anti-VRS chez le prématuré. C'est des indications qui sont remboursées chez l'ancien prématuré dans les pays développés. L'enfant a 6 mois au début de la période épidémique et qui sont nés à 32 semaines et à risque particulier du fait de séquelles respiratoires dont la sévérité est attestée par une oxygénodépendance supérieure à 28 jours en période néonatale. Donc, à 6 mois, à 32 semaines, ou à oxygénodépendance à J28 de vie. D'accord? À 2 ans, au début de la période épidémique, né à 32 semaines et à risque particulier du fait de séquelles respiratoires, dont la sévérité est attestée par une oxygénodépendance supérieure à 28 jours en période néonatale et qui ont nécessité un traitement pour dysplasie bronchopulmonaire au cours des 6 derniers mois. Donc, à 2 ans, pour avoir le Synagis ou le palivizumab, c'est remboursé par la sécurité sociale. Il faut avoir ces critères-là
أقل من 6 mois, juste la définition de la DBP, أقل من 2 ans, il faut qu'il ait reçu d'autres traitements et que ces traitements, on n'a pas fait la preuve de leur efficacité. Donc la surveillance, elle est essentiellement clinique. Généralement, comme néonat, je l'ai ouvert en une période néonatale et vous allez les confier au pédiatre. Mais quand vous allez les confier au pédiatre et au pneumopédiatre, quels sont les paramètres de surveillance? انت من الاول عطيتو corticothérapie inhalée, عطيتو sous OLD وخرجتو. C'est ce qu'il faut proposer, corticothérapie inhalée plus OLD وخرجتو روح بيه لدارو. باش تقول لها éviction des collectivités, éviction des virus ou tabagisme passif. وتقول لها كاين تنجم تجيب السيناجيس de l'étranger, ce qui est peu probable معناها. Vaccination grippale à partir de l'âge de 6 mois et on va le surveiller. On va le surveiller comment? Sur le plan clinique essentiellement. La croissance. Ces sujets-là, ces DBP, ils vont croître très mal, puisqu'ils sont oxygénodépendants. L'alimentation, il faudrait un régime hypercalorique, hyperprotidique. Il faut guetter toute manifestation respiratoire, toute manifestation nouvelle, la toux, la dyspnée, l'exacerbation. C'est une cause de décès. Donc, exacerbation sur DBP égale décès. Il faut traiter toutes les comorbidités. RGO associé, vomissement chronique. Il faut avoir donc surveillance cardiaque aussi, surveillance neurologique. Ces enfants qui ont été ventilés avec probablement des hypoxies, des hypoxémies. Donc forcément, il y aura des séquelles minimes cérébrales. Pas donc rando, mesquine, c'est des causes multifactorielles qui font que ce petit nourrisson, voilà. C'est généralement, on les prend en tant que nourrissants vers l'âge de 4 mois à 5 mois, ils seront transférés à néonat. Pas d'examen paraclinique systématique. Recours à la vie pneumologique spécialisée en cas d'évolution de manifestations atypiques. Sevrage en oxygène impossible, nous avons des néonatol, oxygénodépendants, nous avons fait service. HTAP, épisode sifflant répété, encombrement permanent, pas d'intervalle libre. Donc, sevrage en oxygène impossible. Donc, amanati ou OLD à domicile en expliquant le pronostic à la maman. HTAP ou sevrage de l'oxygène impossible, c'est l'indication à l'OLD et quelques traitements de l'HTAP. Épisode sifflant répété, encombrement permanent, pas d'intervalle libre, c'est l'indication de la corticothérapie inhalée au long cours. Donc, voilà les paramètres de surveillance. On va voir l'impact à moyen et à long terme de la dysplasie bronchopulmonaire. L'impact est essentiellement clinique, l'asthme et la tolérance à l'effort. L'impact fonctionnel, c'est surtout, on va voir le VMS, la DLCO, le VO2 max, les anomalies persistantes en TDM. Ils aiment comme tarifou, la dysplasie bronchopulmonaire, c'est une pathologie qui est très tendance à la chez l'adulte, le BPCO, le BPCO chez de l'adulte, le substratum bébé, c'est sûr qu'il a fait des lésions minimes de DBP. Le DBP, elle explique plusieurs pathologies respiratoires à l'âge adulte. Ou même ces enfants DBP, quand ils vont grandir, ils ont plus que 2,5 fois de risque de faire de l'asthme. Ou un VMS qui est moindre de 20% par rapport à des enfants normaux. Donc, femmes a des séquelles qui vont suivre ces enfants toute leur vie. Ça y est, on est arrivé à le sevrer. Au salaka, au fait, il faut le suivre toute la vie. Avec des EFR répétés, mais plutôt, il faut guetter toute manifestation respiratoire anormale. Il faut éduquer les patients ou les parents. Il faut suivre ces enfants, futurs adultes. B. Houni, femme. قلنا في الدي بي بي ما فما حتى examen paraclinique systématique. Mais une fois, il est oxygénodépendant et on n'arrive pas à le sevrer, c'est l'indication de l'imagerie. Scanner. Les images scanographiques typiques de DBP. On peut avoir, donc, et c'est du série 74 prématuré, à 28 semaines, donc âgé actuellement de 10 ou 18 ans. Les anomalies retrouvées, donc des opacités linéaires, des triangles sous-pleuraux et des opacités linéaires. Des opacités linéaires.
Par contre, les triangles sous pleureaux, c'est typique de la DPP. Tu vois un triangle, match micronodule, tu vois un véritable triangle sous pleural. C'est très bien dessiné. Un air trapping, je m'entends des zones qui sont très bien ventilées. Un aspect en mosaïque, un aspect bigarré qui m'a le bronchite oblitérante. Un aspect en mosaïque. Donc, on a suivi ces 74 prématurés jusqu'à l'âge de 18 ans et on a trouvé 92% avec des anomalies TDM. 92% avec des anomalies TDM à 18 ans. Le score TDM, il est plus élevé si dysplasie bronchopulmonaire, des prémas à 28 semaines. Avec un score, il est plus positif si DPP. Donc, avec des marqueurs de la sévérité fonctionnelle, il avait une chute de VMS de moins de 20%. Les DBP, post-surfactants, on est arrivé à faire des surfactants. Généralement, les prémas à 28 semaines, ils vont faire de la MMH. Ils vont avoir besoin du surfactant. 41 nourrissants symptomatiques de 16 mois, symptomatiques. Il n'y avait pas d'atteinte bronchique au niveau. Je ne l'ai pas dit, scanner, je ne l'ai fait. لاحظتوا حاجة؟ l'aspect شنو هذاك؟ Oui. Le scanner au milieu, Oui. la coupe au milieu. شنو اللي فيها؟ ما تقراوش اللي موجود هنايا. Bon. Par contre, qu'est-ce qu'il y a ici? Dilatation des branches. Pas vraiment. Pas vraiment. Enfin, mais c'est des DDB. Et vous, moi, c'est des opacités sous-pleurales. Il y a des bulles. Il y a des bulles. Là, je me trouve c'est des bulles. C'est des bulles. Mais je vois l'aspect. Où il y a des distensions pulmonaires, une zone hyper claire, ou une zone moins bien ventilée, une zone qui mosaïque. Et perfusion mosaïque, très bien, très bien. Des images en mosaïque. C'est des images en mosaïque. Je connais les images en mosaïque. Quel type de pathologie t'as? Les atteintes vasculaires. Les compétences vasculaires. Femme à l'atteinte vasculaire, oui. Donc, tout ce qui est atteinte bronchiolaire, c'est atteinte bronchiolaire. Qui m'a le bronchiolite oblitérant? Le bronchiolite oblitérant. Donc, le bronchiolite oblitérant pratique des images bigarrées, un aspect bigarré, avec des images en mosaïque. La dysplasie bronchopulmonaire pratique aussi des images bigarrées avec un aspect en mosaïque, une perfusion en mosaïque, au fait. Ou la ventilation, elle est en mosaïque. Ces zones qui sont hyper claires, des opacités linéaires, des opacités linéaires, des opacités linéaires, des bulles, on a des bulles, et des opacités sous-pleurales aussi. D'accord? Mais l'aspect en mosaïque, il est frappant. Donc, c'est aussi une maladie bronchiolaire. C'est aussi une maladie bronchiolaire et alvéolaire. D'accord? Donc, l'impact clinique, ils ont un risque multiplié par 2,5 de faire de l'asthme par rapport à des enfants normaux. L'évaluation, la cohorte EpiPECH, c'est une cohorte maroufa. Évaluation à 5 ans de la notion de crise d'asthme dans les 12 derniers mois ou de tout chronique, accès 2 mois par an. Donc, l'asthme, il est beaucoup plus fréquent pour les enfants qui sont nés prématurés à 26 semaines. L'asthme, il voit et descend crescendo, mais plutôt, il est plus fréquent, il est né à 28 semaines. Il est entre 28 et 32. Même la toux chronique à 5 ans, évaluation 5 ans après, à l'âge de 5 ans. La toux chronique, elle est beaucoup plus présente chez les moins de 28 semaines, avec une différence qui était significative par rapport aux tranches du terme, par rapport à la répartition selon le terme. La cohorte Epicure, donc a colligé 182 prématurés à 26 semaines, donc évalués à 11 ans et comparé à 162 contrôles à terme. Donc, on a les témoins qui sont en bleu, les DPP, donc les prémas qui n'ont pas fait de DBP, qui sont en violet, et ceux qui ont fait une dysplasie bronchopulmonaire, qui sont en vert. Et on note que l'asthme, il est beaucoup plus fréquent. Donc, presque 30% des enfants ont fait de l'asthme. Donc, à 11 ans, 11 سنة ou anciens prémas à 26 semaines. 30% ont fait de l'asthme, 25% ont de l'asthme à l'effort, presque 26% ont eu un traitement de l'asthme et 20% ont une toux nocturne.
par rapport au contrôle avec une différence qui est significative. Donc, l'association entre données périnatales et asthme estimée par au moins 5 renouvellements de traitement anti-asthmatique, âge de diagnostic entre 2 et 11 ans. Les anciens DBP, ils peuvent faire de l'asthme. Ou l'asthme, il va faire pérenniser l'inflammation bronchique. Inflammation, avec l'inflammation bronchique, bien sûr, l'autre ratio de l'asthme, il est très élevé. Il est de entre 3 et 4 pour l'asthme chez les patients ayant une dysplasie bronchopulmonaire diagnostiquée. Il y a une limitation, probablement mixte, ventilatoire et musculaire, avec une corrélation des LCO et ventilation masque. Ils ont une moins bonne tolérance à l'effort, ces enfants qui ont une DBP. Et à l'âge adulte, donc la cohorte prospective néerlandaise est la colligée 508 adultes nés de 19 ans, nés à 32 semaines. Une dysplasie bronchopulmonaire qui est définie à J28 par rapport à un groupe contrôle à terre. Le nombre, c'est à peu près 1310. À 32 semaines avec une DPP ou des témoins. Évaluation asthme, wheezing, dyspnée d'effort, rhinite allergique et eczéma. Je نشوفوا جميع DBP اللي ما عندهمش DBP ou le contrôle. نشوفوا le wheezing. Le wheezing, il est présent chez presque 23% des DBP. Il est présent chez 24%, il a 24% d'entre eux ont une dyspnée d'effort et presque 13% sont asthmatiques. Donc, on a contrôlé 508 adultes nés prématurément, adultes à 19 ans, ils avaient plus d'asthme, une moins bonne tolérance à l'effort avec une dyspnée d'effort. La dyspnée d'effort, on voit le VO2 max. Le VO2 max, c'est normal, fait l'épreuve d'effort, fait l'EFR. D'accord? Il y a un rôle aggravant de la DPP. Donc, on ne peut pas nier le rôle de la DPP à l'âge adulte et même à l'enfance. Donc, la prématurité, non? Juste une question pour l'adulte. Est-ce qu'on peut expliquer la bronchiolite oblitérante chez l'adulte par la DPP qui est passée inaperçue? Oui, possible, oui. Bronchiolite oblitérante ou DPP, il y a plusieurs choses en commun. Mais bronchiolite de l'adulte, oblitérante de l'adulte, c'est primitive, je dis que secondaire, le حاجة. Secondaire. Surtout les adultes entre 18 et 20 ans. Secondaire, le حاجة, وتلقى فما un terrain quelque part, un terrain anatomique pathologique. Donc, ça peut expliquer. Vous voyez comme l'étude de l'adulte qui fait l'anatomie chez le prématuré, comment il va faire la BPCO de l'adulte. C'est la BPCO de l'adulte. Acte le bronchiolite oblitérant. C'est la BPCO de l'adulte. D'accord? À la fin, le BPCO, c'est de l'emphysème. On a le DBP, c'est une diminution de l'alvéolisation. C'est des alvéoles qui sont larges. Donc, c'est plutôt, elles font le lit de l'emphysème bronchique, de l'emphysème. Okay. Donc, les alvéoles, elles vont converger, elles vont confluer pour faire des bulles d'emphysème. D'ailleurs, les imageries, tu vois, les bulles, comme les bulles, comme les futures bulles, puis elle de l'emphysème pulmonaire, elle va faire le lit de la BPCO. Donc, la prématurité et les fonctions respiratoires, c'est les fonctions respiratoires, le reflet de l'impact de la prématurité sur la croissance pulmonaire. Je ne sais pas la croissance des voies respiratoires correctement, il est né prématurément. Après la période néonatale. L'alvéolisation, elle se poursuit jusqu'à quel âge? 2 ans. Jusqu'à 2 ans. L'alvéolisation, c'est un phénomène accès postnatal. Donc, le calibre des voies aériennes. Je ne le calibre des voies aériennes. Est-ce que les voies aériennes, la canalisation, la phase canaliculaire, par la mesure du VMS, c'est des débits distaux. On va voir le calibre des voies aériennes. On va voir l'alvéolisation et la surface d'échange gazeux par la DLCO, la diffusion alvéolo-capillaire. La tolérance à l'effort, on va la voir par la VO2 max, c'est un test d'effort, fait l'EFR, est-ce VO2 max. Et la diffusion aussi. Donc, on va voir le calibre par le VMS, l'obstruction. On va voir l'alvéolisation par la DLCO, c'est la surface d'échange gazeux. Je trouve l'hématose ou la matière, je peux l'aider. Ou tolérance à l'effort. Et on va étudier études des 2 premières années de vie. Les études à long terme, à l'âge scolaire, à l'adolescent, au jeune adulte, population et méthodologie très hétérogène. Donc, les anomalies, les anomalies obstructives, elles sont persistantes.
chez les anciens prématurés avec ou sans DBP. Quel que soit un DBP ou la malch, il aura des anomalies fonctionnelles persistantes, avec un rôle aggravant indéniable de la dysplasie bronchopulmonaire, mécanisme de la baisse des débits et du syndrome obstructif. Le DBP t'amène de l'obstruction acte restriction, avec une diminution de la DLCO. Donc, méta-analyse de 59 études d'enfants nés entre 64 et 2000, terme de naissance de 24 à 36 semaines, VMS mesuré entre 5 et 23 ans, avec ou sans groupe contrôle. C'est des études, c'est une méta-analyse fait à 59 études. Où les enfants de 5 ans ou les adultes à 23 ans. Préma mènerie DBP, VMS les baisses. DBP à 28 semaines, VMS obstructif, 83,7. DBP à 36 semaines, persistante à 36 semaines, 79. Les DBP et les plus sévères, ou le VMS raditih. Donc, on a une chute du VMS par rapport au contrôle de moins 20%. Selon cette étude, si DBP à 36 semaines. Donc, tracking des fonctions respiratoires, on va traquer ces fonctions respiratoires. Idéalement, on s'associe néonat ou pneumopédiatre ou pneumologue à l'adulte, on a des études avec tracking des fonctions respiratoires. Les malades, on les suit, on les confie au pneumologue et ainsi on peut faire des études. C'est ce qu'ils font à l'étranger. 26 prématurés entre 30 et 34 semaines sans problème respiratoire, comparé à 24 nourrissons à terre. Test 1 avant 1 an et test 2 avant 2 ans. Donc, on va à partir des tests 1 avant 1 an ou 2 après 2 ans. D'accord? Avant 2 ans. Les voies aériennes sont beaucoup plus petites. Le VMS, par rapport au volume pulmonaire, il n'y a pas de rattrapage où il y a une notion de couloir. Il y a le couloir qui met le retard de croissance. Les voies aériennes sont beaucoup plus petites, et c'est clair, où il n'y a pas de rattrapage ou notion de couloir. Donc, mécanisme du trouble ventilatoire obstructif, trop lié intimement à défaut d'alvéolisation. علاش عندنا obstruction qui fait obstruction fait DBP. يقول قايل علاش منين جات l'obstruction هي à défaut d'alvéolisation. مش قلت لنا هكاك. C'est au fait, on a remarqué qu'il y avait une hyperplasie du muscle lisse. Et cette hyperplasie du muscle lisse explique l'obstruction. Ou l'obstruction, elle a été démontrée même avec la nouvelle DPP. Qui est très évidente. Mais même avec les nouvelles DPP ou la nouvelle définition, l'avènement des nouvelles techniques de ventilation, il y a une diminution du nombre d'attachements bronchiolo-alvéolaires qui favorise la fermeture des bronchioles à l'expiration. On a une hyperplasie du muscle lisse ou on a une diminution du nombre d'attachements entre les bronchioles et les alvéoles, favorisons une fermeture des bronchioles à l'expiration. Elles vont se collaber à l'expiration. Elles sont détachées des alvéoles, ma famille, que le mur solide. Donc, des alvéoles qui sont éparses, qui sont rares, qui sont larges, une architecture pulmonaire qui est solide. Donc, forcément, un collapsus waqt l'expiration. Les bronchioles vont se collaber. C'est le mécanisme de l'obstruction DBP. Donc, les mécanismes de troubles ventilateurs obstructifs dans la nouvelle DPP, généralement, un substratum physiologique, les voies de signalisation qui sont altérées, il y a beaucoup de voies de signalisation, une inflammation pulmonaire qui est persistante, une sénescence cellulaire qui est accélérée. Donc, ça va favoriser l'altération de la différenciation épithéliale des voies aériennes et ça va altérer l'acceptation alvéolaire, ce qui va conduire à la dysplasie bronchopulmonaire à la naissance. Et surtout, ça va être aggravé par une naissance prématurée avec des agressions périnatales. On connaît les agressions qui peuvent me rappeler les agressions périnatales et qui vont favoriser la survenue d'une dysplasie bronchopulmonaire. Les infections postnatales. Les infections postnatales essentiellement, L'oxygénothérapie. Ou les infections prénatales. C'est la mère, la chorioamniotite en l'occurrence. Donc l'oxygénothérapie agressive. Très bien. La persistance du canal artériel. Oui, tout à fait. Ventilation mécanique.
La ventilation mécanique avec des modes qui sont agressifs, prolongés, ou ventiler, on n'essaie jamais de dégraisser, on n'essaie pas de changer de mode. Donc, on fait plus de mal que de bien pour l'enfant. En le laissant ventiler d'une manière agressive, on lui fait plus de mal. Donc, naissance prématurée avec des agressions périnatales, oxygène, ventilation agressive, sepsis, tabagisme ou autre exposition environnementale toxique, même in utero, et ça va altérer les voies de signalisation, ça va pérenniser l'inflammation pulmonaire et ça va faire le lit de la DPP. Et toutes ces modifications physiologiques, ils vont faire le lit de la BPCO de l'adulte. Allez, c'est obstructif, c'est une hyperplasie muqueuse avec réparation épithéliale des voies aériennes qui est altérée, parce qu'il y a des voies de signalisation qui sont altérées. Où il y a un substratum génétique aussi. Donc, hyperplasie muqueuse, réparation altérée, emphysème destructif, puisqu'on a une altération de la septation alvéolaire, on va avoir un emphysème destructif, donc la BPCO. La BPCO, elle va constituer la continuité de la DPP. La BPCO de l'adulte, ça va être la continuité de la DPP et ça va expliquer la diminution des fonctions respiratoires à tout âge de la vie. Donc, chez nourrissant, on ne peut pas faire le FR malheureusement en Tunisie, mais nourrissant, enfant, adulte, les fonctions respiratoires vont être diminuées. Donc, kiff, le scanner thoracique, on va avoir les bulles, c'est les futurs emphysèmes pulmonaires chez l'adulte. Les bulles, les chauffnehum, ou les images en mosaïque qui sont là, il est distendu, c'est un aspect en mosaïque, mais on a des bulles qui vont faire le lit des futurs, des opacités linéaires. C'est des opacités linéaires. Donc, d'accord, les images scanographiques au niveau de la DPP, qu'est-ce qu'on peut voir si on demande un scanner chez le nourrisson, chez l'enfant? Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir des images linéaires. Triangles sous-pleuraux. Des triangles sous-pleuraux, oui. Des opacités linéaires. Des opacités linéaires, oui. Des bulles. Des bulles. Images en mosaïque. Des images en mosaïque, tout à fait. Des images bigarrées. Et un aspect bigarré, une perfusion en mosaïque. Très bien, bravo. Donc, en conclusion, la grande prématurité, elle interfère avec le développement et la croissance pulmonaire. Donc, ça constitue la dysplasie, c'est la définition même de la dysplasie bronchopulmonaire. C'est un arrêt du développement des alvéoles et de la croissance pulmonaire. Elle va induire une diminution du calibre des voies aériennes avec une inflammation qui est persistante, qui est le mécanisme physiopathologique de la DPP finalement, avec une diminution de la surface d'échanges gazeux avec des alvéoles qui sont plus rares et plus larges, altération à moyen et à long terme. Moi, je DPP, on va le laisser et on va le livrer à son propre sort. Il faut le surveiller toute la vie, surveillance respiratoire indispensable pour dépister les manifestations respiratoires cliniques. Je m'en ai des dyspnées d'effort, je m'en ai tout chronique, je m'en ai un véritable asthme. D'accord? Ou l'asthme chez les anciens DPP, il est beaucoup plus sévère et beaucoup plus difficile à contrôler. Avec des anomalies anatomiques sous-jacentes. Dépister les anomalies fonctionnelles et évaluer leur réversibilité. On va moduler le traitement. La corticothérapie inhalée, bêta-2 de longue durée d'action. Les syndromes obstructifs, les bêta-2 de longue durée d'action, ils trouvent leur intérêt, surtout les DPP, les BPCO à l'âge adulte, bêta-2 de longue durée d'action, elles trouvent leur indication des BP chez le grand enfant. Dépister les anomalies fonctionnelles et évaluer leur réversibilité, proposer les traitements adaptés, corticothérapie par voie orale IV, c'est controversé, c'est pas validé. Favoriser l'adaptation à l'exercice par un réentraînement à l'exercice, lutter contre le tabagisme passif puis actif qui va pérenniser l'inflammation bronchique. Il faut éviter les expositions environnementales néfastes et la prématurité, surtout la DPP. Il ne faut pas oublier que ce sont des facteurs de risque de BPCO à l'âge adulte. Et je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ?